Peut-être que je suis moins talentueuse naturellement que certains athlètes, mais je vais m'entraîner plus pour acquérir toujours le geste parfait et la technique parfaite. Et ça me vient peut-être de mon papa, qui m'a toujours répété quand j'étais petite et encore aujourd'hui, c'est son mantra. Il dit: «Je ne lâche rien». Ma valeur ajoutée, c'est le travail. J'abandonnerai pas, quoi. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Jade sur le podcast. Merci. Je suis ravi de t'accueillir en direct de l'INSEP. Je crois, ouais, c'est la première fois que je fais un épisode avec une sportive, qui réside à l'INSEP, donc c'est cool. C'est chouette, Euh, j'inaugure les inscriptions exactement, alors. exactement. Écoute, je suis vraiment ravi que tu aies pu te libérer, trouver un petit peu de temps dans ton agenda extrêmement chargé. Et puis je suis surtout content, tu vois, pour la petite anecdote pour les gens qui écoutent. Enfin, je suis content de voir la façon dont tout ça s'est mis en place à travers, tu vois, une mission de coaching pour Cage, où à aucun moment je m'étais dit, bon, bah tiens, je vais peut-être tomber sur des sportifs de haut niveau ou, tu vois, un ou une invitée potentielle. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Donc, Mais pareil pour moi, que mon tuteur soit ancien athlète de niveau, pareil. C'est tout aussi donc c'est surprenant. trop bien. Comme quoi, hein, voilà, on ne sous-estimez pas les portes que certains projets peuvent vous ouvrir. Exactement. Trop bien. Eh ben, écoute, Jade, ce que je te propose, c'est tout simplement de nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie. Alors ma vie, elle est bien remplie. J'ai 3 casquettes. Je suis avant tout, sportive de haut niveau. Je suis athlète en équipe de France d'escrime et je m'entraîne donc ici à l'INSEP, en vue, des jeux olympiques de 2024 et Waouh. plus, après. Parallèlement à cela, je suis toujours étudiante en école de commerce en marketing international à Cage. Et enfin, dernière casquette, et pas des moindres, je suis chef d'entreprise de ma propre entreprise. Je fais des conférences en entreprise pour la performance. Voilà, Excellent, excellent. Et tu as 21 ans, accessoirement. voilà, j'ai 21 ans. Donc déjà bien occupé et super investi sur des projets qui prennent, je pense, énormément de temps. Et pour certains, je le sais, pour avoir tenté de le faire à un niveau moindre que le tien, mais qui prennent aussi, enfin, qui demandent aussi énormément d'investissement. Donc c'est juste Ouais, fabuleux de voir que tu arrives à mener tout ça de front. j'en ai besoin Euh, aussi. ouais, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on commence par rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui te semble le plus... La porte d'entrée de tout ça, ça a été quoi? Ça a été d'abord l'escrime? Complètement, en fait, l'escrime a été le détonateur de mon projet professionnel, puisque c'est en cherchant des partenaires et en cherchant un moyen de financer mes saisons, très onéreuses à l'escrime, que j'ai dû me rapprocher d'entreprises et je me suis dit: «Bah, en fait, comment, tu peux rendre l'appareil à ces chefs d'entreprise qui t'aident financièrement?» Et j'ai commencé à intervenir, dans leurs locaux pour parler tout simplement de mon quotidien d'athlète et j'y ai pris goût et j'ai adoré cet exercice et c'est comme ça que j'en ai créé une réelle activité professionnelle. Donc le détonateur, c'est vraiment le sport de haut niveau. Excellent. Et l'escrime, c'est un sport que tu as commencé à quel âge du coup? J'ai commencé l'escrime à 10 ans. C'est assez tard dans le sport de haut niveau, en tout cas dans ma pratique, dans ma discipline. Mais en Ok. réalité, j'ai suivi les pas de ma sœur. J'ai fait mes premiers pas sur les pistes d'escrime en la regardant tirer. Elle voulait pas trop qu'on fasse le même sport au début pour pas qu'on soit en compétition. Mais au final, voilà, j'ai appris les différents déplacements d'escrime, les règles dès mon plus jeune âge. Donc à 10 ans, je savais déjà me mettre en garde et je connaissais les règles. Donc j'ai gagné du temps par rapport à un débutant classique. Super, super. Et la réalité du haut niveau, ça s'est confirmé à quel âge pour toi?
Disons que j'ai toujours été compétitrice. Je suis la cadette d'une famille de 6 enfants, 5 filles, un garçon. Donc forcément, de nature, on a envie de surpasser ses prédécesseurs rapidement. Donc j'ai toujours aimé être la première partout. Mais après, mes rêves de médaille olympique, j'ai commencé à les avoir en équipe de France junior, on va dire. Donc ça fait 5 ans en fait que je fais du très haut niveau pour espérer aller décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Oh là 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 là, génial, génial. Je pense que tu vois, je suis un peu biaisé parce que c'est quelque chose qui m'a longtemps fait rêver et que bon, j'ai fait le choix. Je sais pas si j'aurais eu les capacités, j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais fait le choix d'arrêter le haut niveau pour mes études. Mais à chaque fois que du coup je rencontre des sportifs, des sportives qui arrivent à faire ce que moi j'ai pas réussi à faire, c'est-à-dire allier études supérieures et haut niveau, exactement comme ce que tu es en train de faire, et qui en plus préparent la plus grosse échéance, les JO. Je trouve ça absolument fascinant tout le temps. Donc, Bah, c'est sûr. Après, c'est un staff aussi. Tu ouais, touches une organisation. Tu as vécu. C'est des entraînements qui sont bi-quotidiens. Entre ces deux entraînements, il faut trouver du temps pour caler ses cours. Si on a un projet pro, surtout dans les sports amateurs comme le mien, il faut avoir un double projet. Et puis à ça, faut quand même récupérer, dormir, boire, manger, se faire avoir de une la vie récup. sociale. Avoir une vie sociale, c'est important. Donc, c'est clair que c'est rythmé. Après, moi, j'aime bien quand ma journée est bien remplie. Donc, j'ai besoin, au final, quelque part, d'avoir toutes ces activités-là pour performer. Dès que je sens que je fais que de l'escrime dans ma semaine, que je fais que de l'école, je me sens pas bien et j'ai besoin de cette stimulation. Ouais. J'ai plein de questions qui me viennent, tu vois, notamment puisque moi j'ai eu l'occasion de voir concrètement pendant cet accompagnement que j'ai fait avec Edge là, sur un mois, j'ai eu l'occasion de voir du coup l'impact de ta pratique sur ton rythme, ce qui est possible pour toi en termes de rythme auprès de l'école pour tes études. Donc j'ai pas mal de questions là-dessus, mais peut-être avant ça, parce que si je me trompe pas, et encore une fois je te disais en off, je suis vraiment désolé si je raconte n'importe quoi, mais je découvre l'escrime avec toi. Si je me trompe pas, il y a trois disciplines. Enfin, il y a trois disciplines en une, c'est ça? Ou trois Eh types ben, d'armes en écoute, tout cas. on aurait fait ce podcast il y a 2 ans, ça aurait été bon. Mais Ok. depuis, depuis 2020, ils ont ajouté le sabre laser. Donc en fait, dans l'escrime, tu as 4 disciplines. Il y a donc le fleuret que je pratique, Ok. l'épée, le sabre et le sabre laser. Et alors en fait, la différence principale, c'est la zone de touche. Donc moi, le fleuret, c'est la zone la plus restreinte. Je touche le ventre et le dos. C'est l'arme qu'on utilisait à l'époque pour s'entraîner à être précis avant de partir au combat. Au combat, on utilise l'épée, c'est une arme de duel pure et dure, c'est-à-dire qu'on touche de la tête aux pieds parce qu'on pouvait on pouvait tuer son adversaire par n'importe quelle partie du corps. Et après, tu as le sabre. Le sabre, c'est une arme de cavalerie. Donc, pour ne pas sabrer son cheval, on touchait tout ce qu'il y avait au-dessus de la ceinture, corps, Ah, bras et tête comprises. d'accord. Voilà. Et à ça, donc, le sabre laser, plus récemment, ça c'est plus pour attirer un nouveau public qui recherche un petit peu une arme historique en lien avec Star Wars et Ah, les c'est pas une films. blague alors, c'est vraiment ça. Ah ouais, on est le 5 avril, c'est pas une blague, Ouais, c'est bah pas un voilà, c'est poisson là. ça. Je me disais, attends, mais sabre laser, est-ce que non, parce que il me semble que sur les dernières, il me semble que j'ai vu des vidéos récemment ah, comment est-ce qu'on appelle ça? Où tu avais des pointeurs laser, en fait, un peu comme en tennis, tu sais, où tu as une vidéo qui te reproduit la trajectoire de la balle au ralenti pour voir où est-ce qu'elle touche, etc. J'ai vu ça, j'ai vu des vidéos un peu comme ça en escrime où tu voyais en fait les points de. Alors, comment expliquer? Une courbe qui se dessinait dans l'espace, C'est ça. qui représentait la pointe en fait de l'arme et qui te permettait de voir les mouvements, etc. Autrement, à l'œil nu, tu vois rien. Donc, Tout je à fait, pensais que c'était un rapport avec ça, mais en fait, non, c'est vraiment sabre laser. Ouais, ça c'était un projet artistique qu'ils avaient fait, c'était vraiment somptueux parce que notre sport, c'est un sport qui est très esthétique, c'est beau à voir, de par déjà la tenue qu'on porte, mais aussi par les déplacements. C'est quelque chose, tu vois, c'est pas comme à l'athlé où généralement on voit cinq, Ouais, six athlètes qui courent pareil. Là, l'escrime, chacun son expression, voilà, il a son jeu, chacun s'exprime sur la piste comme il le souhaite. Et donc, ils avaient mis effectivement des petites lampes au bout des pointes pour regarder comme une peinture, un pinceau qui peignait dans l'espace avec un fleuret, quoi. Voilà. génial. Ok, donc toi, c'est le fleuret.
Et pourquoi le fleuret plutôt que le sabre ou l'épée? Alors en fait, on a gardé cette tradition de commencer par, le fleuret dans les clubs, pour apprendre à être précis déjà dans un premier temps et puis ensuite en fonction des maîtres d'armes qui enseignent dans les clubs, chacun a sa spécificité, et puis chaque club a une arme de prédilection en compétition. Moi, j'ai D'accord, commencé au club du bec escrime à Bordeaux et le fleuret, c'était l'arme de compète, donc j'ai foncé là-dedans. d'accord, OK. Et au niveau de la compétition justement, comment est-ce que ça se passe? C'est quoi les règles? C'est quoi les différentes étapes d'un combat, si on parle de combat? Ouais, c'est bien, on parle d'un combat ou d'un assaut, voilà, OK, ou d'un match, plus de manière plus traditionnelle. Mais alors, en fait, une compétition, ça va se dérouler sur 2 jours. On a une épreuve individuelle, le samedi, l'épreuve par équipe le dimanche, ce qui est très étrange parce que parfois par équipe, on rencontre, les personnes, enfin, on est avec nos coéquipières alors que la veille, on était adversaires. Donc c'est assez, ça aussi, c'est un paramètre en plus à prendre en compte. Donc en individuel, le samedi, eh bien, on commence par une phase de poule de 6 personnes. Donc on a 5 ou 6 matchs à faire. En 5 touches, pendant 3 minutes. On a 3 minutes pour mettre 5 touches. Si le temps arrive à la fin, avant les 5 touches, ben, c'est pas grave, on prend le score qui est affiché, 4-3 par exemple. À l'issue de ces phases de tour de poule, il y a un classement qui est fait et on passe au tableau d'élimination directe, comme dans beaucoup de sports. On élimine petit à petit. Là, cette fois-ci, c'est un match en 15 touches, 3 fois 3 minutes. Et si OK. tu perds, tu as terminé ta compétition. Il n'y a pas de rattrapage ou de Ah repêchage. ouais, OK, Voilà. Ça, c'est pour l'épreuve indive. Et en équipe, globalement, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas de phase de poule. On prend le classement des précédents résultats en Coupe du Monde, enfin en compétition par équipe. Ça nous fait le classement du début de la compétition. Si tu es premier, tu vas rencontrer la dernière équipe. Et on fait un tableau d'élimination directe en 45 touches, relais à l'italienne. Donc on est 4 dans l'équipe, 3 personnes titulaires plus une remplaçante. Et chacun se rencontre une fois en 5 touches, ce qui fait donc 45 touches à l'arrivée. d'accord, OK. Est-ce que tu as des notions de catégorie dans chacune des 4 disciplines? Est-ce que le poids, par exemple, est pris en compte ou pas du tout? Alors c'est ce que j'allais dire, peut-être que c'est notre chance. Contrairement à d'autres sports comme le judo, la lutte, tous les sports de combat, on n'a pas de poids à respecter. La chance. Euh, ouais, c'est clair. Ce qui fait qu'en fait, on a plein de gabarits différents. On a vraiment l'escrime, c'est de 5 ans à 99 ans pour tout type de corpulence. Donc ça, c'est chouette. Par contre, on a des catégories d'âge très classiques, Benjamin, minime, cadet junior, Mmh. senior. Voilà, donc on se sépare en âge. Ce n'est pas mixte. On ne peut pas tirer en compétition contre des hommes sur des femmes. Mais voilà, moi je suis en catégorie senior. Donc senior, c'est quand on a passé la vingtaine. Et on le reste pendant de nombreuses années avant d'être vétéran. Généralement, les vétérans, ils sont plus dans le circuit international pour les Jeux, Mmh. quoi. OK, génial. OK, donc fleuret, pas de notion de poids, c'est systématiquement au jeu, c'est aussi, j'imagine, mais il y a aussi cette notion d'épreuve sur 2 jours, individuelle et par équipe? Complètement. Oui, OK, oui, voilà, donc aux c'est un Jeux format qu'on olympiques retrouve, aussi. Ouais, sur toutes OK, sur tous les championnats et les compétitions. Sachant qu'à l'escrime, notre compétition phare, c'est évidemment les Jeux olympiques. Il y a d'autres compétitions, mais qui sont, bien moins médiatisées. Donc déjà, c'est ce qui en fait son importance, en fait, des Jeux. C'est-à-dire que pour nous, c'est notre moment où on est médiatisé, donc tout le monde en rêve. mmh. Et puis si je me trompe pas, ces derniers temps, il y a eu quand même d'excellents résultats, au niveau de l'escrime française? Oui, alors petite anecdote, l'escrime, c'est le sport qui rapporte à chaque Olympiade le plus de médailles à la France. Ah ouais? Ouais, ça, parce que déjà, OK, on a plein de disciplines. Tu vois, tu as déjà 3 disciplines non mixtes, donc ça fait un esport de 6 médailles. Et en plus, tu rajoutes l'équipe. ouais. Donc voilà, c'est un gros potentiel de médailles. Et voilà, historiquement, l'escrime est pourvoyeur de médailles pour la France. Ah, c'est dingue, tu vois? Parce que vu enfin, je sais pas si on peut dire que c'est peu médiatisé, enfin, franchement, j'ai pas de chiffres sous les yeux pour dire ça, mais Si, si, tu peux le dire. ouais, toi, c'est ton sentiment, ouais, Ah en oui, c'est étant en sûr, pratique, c'est sûr. ouais. Mais tu vois, ce qui est étonnant, parce que si c'est la discipline qui est la plus pourvoyeuse de médailles, bon, c'est peut-être dommage qu'il y ait pas plus de médiatisation. Au-delà du fait que c'est des belles valeurs, je trouve, tu vois?
Après, on a une grosse difficulté d'arbitrage. C'est pour ça que quand vous envoyez à la télé, c'est très souvent de l'épée, parce qu'à l'épée, il n'y a pas de règle de priorité. Tu touches, tu as un point. Ok, Tandis qu'au fleuret et au sabre, s'il y a 2 touches en même temps, il y aura toujours une question de priorité. Est-ce que tu as allongé ton bras en premier? Est-ce qu'il y a eu tu as tapé la lame avant de toucher? Et ça, pour le spectateur, c'est très, très compliqué. Donc c'est un sport qui est compliqué, à projeter sur une télévision, parce que, niveau arbitrage, même pour nous, on a besoin de l'arbitrage vidéo, parfois, parce que c'est compliqué, quoi. ok, ouais. Bon, excellent. Eh ben, écoute, merci pour ces explications sur l'escrime, et en tout cas sur la partie fleuret, comment ça se passe. Mmh. Du coup, en termes d'organisation, ta réalité, c'est quoi? Tu nous expliquais que tu jongles entre 3 casquettes. Une Ouais. semaine type pour Jade, s'il y en a, elle ressemble à quoi? J'ai 5 entraînements par semaine, enfin pardon, 5 jours d'entraînement par semaine. Ok, Je m'entraîne du lundi au vendredi, matin, après-midi. Généralement, c'est 2 entraînements par jour, mais ça peut monter à 3, en fonction des échéances. Donc normalement, le week-end, ce sont mes 2 jours off, quand il n'y a pas compétition. ouais, Une journée type, ça commence vers 8 heures, je me lève. J'ai entraînement à 10 heures généralement, donc de 8h30 à 10 heures, je travaille. De 10 heures à 12h30, j'ai un premier entraînement. Donc, les différents types d'entraînement, on va avoir de la musculation, de la préparation physique, des assauts et des leçons individuelles qu'avec un maître d'armes pour travailler la technique. Puis, je déjeune, j'ai 1 heure pour déjeuner normalement. Je travaille de 14 heures à 15 heures, et puis ensuite, je retourne à l'entraînement de 15h30 à 18h30. Et le soir, j'en profite pour récupérer. Donc, on a une belle unité de récupération ici à l'INSEP, avec des bains chauds, des bains froids, de la cryo, tout pour pouvoir enchaîner des entraînements. Et puis après, je retravaille une demi-heure si j'ai le temps, et si j'ai le courage, sinon je dors. ouais, j'imagine. Après des journées comme ça, punaise. Ok. Et justement, je crois que la question suivante qui me vient, c'est comment est-ce que tu arrives à tenir ce rythme dans la durée? Parce qu'il y a la charge physique, mais il y a aussi, tu vois, émotionnellement, enfin mentalement, tout ce que ça exige d'être tout le temps à fond. Ouais. 5 jours d'entraînement par semaine avec au moins 2 entraînements par jour, les études avec l'enjeu du diplôme à la clé, ton entreprise, enfin bon, bref, ça fait quand même beaucoup à 21 ans, avec en ligne de mire la compétition enfin, la plus prestigieuse au monde, des Jeux, à Paris cette fois. Bref, ça fait quand même beaucoup. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer, je ne sais pas si on peut parler de pression, mais en tout cas, toutes ces casquettes avec lesquelles tu jongles, et Ouais. qu'est-ce que tu as mis en place peut-être comme outil, tu vois, pour t'aider à tenir sur la durée? Eh bien, tu as peut-être le vocabulaire d'athlète, mais j'allais te parler effectivement d'outils. J'ai plusieurs paramètres que j'ai appris à mettre en place durant ma carrière, depuis que j'ai commencé l'escrime. Mais avant toute chose, ça fait partie de mon caractère, mais moi j'aime bien être très organisée. J'ai besoin de maîtriser les activités que j'entreprends durant ma semaine ou durant ma saison. Là, à l'heure où je te parle, j'ai des to-do list devant moi. J'ai besoin de cadrer en fait ce que je fais. Donc c'est aussi un défaut, hein, parce que lorsqu'il faut improviser, j'ai un peu plus de mal. Donc c'est ce que je travaille en ce moment. Mais voilà, déjà un cadrage par l'organisation, c'est ce qui me permet d'être rythmée sans que ça me mette trop de pression. J'ai un créneau pour le travail, donc je sais que j'ai 1 heure. Pendant cette heure-là, je coupe mon téléphone, je pense pas à mon sport. J'ai besoin d'être à la tâche que je suis en train de faire. Je suis focus sur ce que je suis en train de faire. Sinon, je suis très bien entourée. J'ai un coach mental depuis 5 ans. Et il m'a vraiment aidée à trouver ce qui était bon pour moi, et à m'écouter et à me connaître. Donc, je sais quand je suis fatiguée, quand c'est le moment d'en faire plus, ou au contraire qu'il faut que j'appuie sur le frein un petit peu. Tu le disais,
je trouve que c'est important de le dire aussi par rapport à la vie sociale. Souvent, elle est un peu mise à prix quand on est athlète. Moi, je suis en école de commerce, alors t'imagines que j'en loupe des soirées. Mais, mais par contre, j'ai besoin de garder ce lien social que moi, j'entretiens avec ma famille, beaucoup. Mes parents, je les ai tous les jours au téléphone. Et c'est une manière pour moi de raconter ma vie, d'écouter ce qu'ils ont à me dire, leurs conseils et de me vider la tête. Donc voilà, c'est 3 outils que je mets beaucoup à profit pour pouvoir enchaîner les journées avec plaisir déjà et sans trop de pression. Super. C'est génial d'entendre, tu vois, un témoignage de plus, en tout cas sur le podcast, que bah, un des outils que tu utilises, en tout cas un des supports que tu utilises, c'est un préparateur mental. Mm. Je sais plus avec quels invités on en parlait, c'est revenu plusieurs fois ce sujet-là. C'était avec Marie-Laure Brunet, qui a été, alors je sais pas si tu connais, mais qui a été médaillée olympique en biathlon. Bien sûr. Et qui expliquait que quand elle avait pris, alors c'est une autre génération, hein, c'est plutôt la génération ouais, de tes parents, je pense, mais elle expliquait que quand elle avait, elle, pris la décision de prendre un préparateur mental, ça n'avait pas forcément été super bien compris en tout cas par sa fédé, Mm. et que c'était un peu vu comme, bon, limite, prendre un psy, quoi, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que c'était, enfin, j'avais trouvé ça assez étonnant c'est pas du tout une critique, tu vois, de ce que pense la fédé de biathlon, mais j'avais trouvé ça étonnant euh, de voir que, en fait, c'était pas un aspect qui était de facto pris en compte Ouais. par le enfin, par toutes les fédés françaises, quelque part, tu vois, quelles que soient les disciplines. Mais je pense que c'est aussi générationnel. Ouais. Maintenant, nous, tu vois, je suis entrée à l'INSEP. L'une des premières questions, ça a été est-ce que tu as un préparateur mental? Ah oui. Euh, donc, je pense que ça a bien changé. Et puis, on s'est rendu compte, de par observer les autres fédérations aussi, que c'était super important. Donc, je pense que ça a changé et ça, c'est super positif. Ouais, c'est clair. Mm. C'est clair. Alors, tu parlais de vie sociale. Moi, c'est une question que j'aimerais bien te poser. C'est comment est-ce que, on en parle souvent avec des invités, tu vois, sur la construction identitaire du sportif ou de la sportive de haut niveau, surtout bah, quand on est jeunes adultes. Et donc, je serais curieux de savoir comment est-ce que tu gères, toi, cette casquette sportive de haut niveau avec, tu vois, dans un contexte où c'est pas la norme, typiquement l'école. Ouais. Et je te pose la question parce que là, dans le groupe, tu vois, bon, pour tout expliquer, j'ai encadré plusieurs groupes d'étudiants pendant un mois pour Catch Business School. Et donc, il y avait un de ces groupes dans lequel Jade était impliqué sur un travail pour une entreprise. Et je sais pas, tu as eu la possibilité d'assister à quoi, peut-être deux ou trois meetings sur le mois. Exactement, deux ou trois, ouais. Ouais. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment tu gères bah, cette perception de personnes qui sont pas du tout dans le haut niveau, Mm. qui très certainement, et c'est normal, je pense, hein, comprennent pas les sacrifices que ça implique. Mais pour autant, bah voilà, tu dois travailler avec eux parce que bah, quelque part, voilà, tu suis la même formation. C'est hyper intéressant. Cette question, on me la pose pas souvent et pourtant, c'est un enjeu dans notre quotidien parce que tu te rends compte que quand tu discutes avec des personnes qui ne connaissent pas le sport, tu vois, il y en a, ils me disent bon, tu fais quoi enfin, tu t'es où là dans la vie, t'habites où? Je dis bah j'habite à l'INSEP. Il y en a vraiment très peu qui savent déjà ce que c'est et qui sont à des Ah ouais. années-lumière de ce que c'est le sport de haut niveau, en fait. Et notamment, ben, à l'école, il y a certains profs qui comprennent pas en fait qu'on mette le sport en priorité. Mes camarades, y en a, voilà, il y en a qui comprennent pas que t'es aussi un emploi du temps à concilier avec ton emploi du temps scolaire et t'es face tout le temps à une incompréhension ou du moins à des gens qui ne se rendent pas compte de ce que ça représente en fait. Je pense que voilà, ils voient ce qu'on montre un peu sur les réseaux. Ça aussi, hein, c'est aussi, on a notre part de responsabilité. Parfois, on montre que les bons côtés. On est invité à telle réception parce qu'on est athlète. On a tel bénéfice, tel avantage, mais on montre pas quand c'est dur. On montre pas quand on a super mal, quand on souffre. Et du coup, les gens, je pense qu'ils réalisent pas assez. Donc, comment je fais pour faire face à ça? Déjà, j'ai la chance de baigner dans un monde d'athlètes. Mon copain, il est également à l'INSEP.
s'appelle Raphaël Savin, il est aussi escrimeur en équipe de France. Donc déjà, je baigne dans un milieu, je suis globalement entourée d'athlètes qui comprennent ma vie et ça, j'ai vraiment besoin d'être comprise dans mon quotidien. Mais dès que je suis confrontée à ce monde extérieur, j'essaye du mieux que je peux de me mettre à leur place. C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher de faire mon maximum pour être une étudiante lambda quand je suis à Cage. C'est-à-dire que mon groupe auquel, que tu as vu quand j'ai travaillé pour Cage, je leur ai dit, ok les gars, je serai pas là de telle heure à telle heure, mais vous inquiétez pas, je ferai le job après. En fait, je balance le fait que je ne peux pas être là en présentiel avec eux par beaucoup plus de travail écrit. Je me rattrape en dehors des prestations en présentiel avec eux. Mais voilà, c'est ma manière à moi de leur montrer que j'ai pas la même vie qu'eux, c'est-à-dire que je leur montre que je peux pas être en présentiel, mais tout de suite, je me dis, vous inquiétez pas, je serai là, je ferai le maximum pour rattraper mon retard, quoi. Ok. Ouais, donc tu donnes encore plus de ta personne quelque part pour compenser ce temps que tu n'as pas forcément Ouais, avec eux. c'est tout à fait ça. Je me dis Ouais, que c'est la seule manière de balancer en fait, parce que sinon ils comprennent pas et ça engendre beaucoup de conflits, ça engendre une mauvaise impression aussi de l'athlète, parce que dès qu'on a ouais. un athlète dans la classe, on se dit ah, ça y est, lui il va compter sur les autres de l'équipe du groupe pour faire le travail, euh, parce qu'il réalise pas qu'on n'a pas le temps en fait. Donc je me dis bon bah tu vas balancer, tu vas beaucoup travailler pour que le boulot soit fait quand même. Ça, c'est quand même dommage. J'ai discuté avec des anciens sportifs, en l'occurrence des basketteurs. Alors, je sais pas si c'est du haut niveau, mais en tout cas, aux États-Unis, tu sais, il y a une approche très différente du sport en université, Ah oui. très très différente. Et en fait, si tu es sportif, bon, disons que c'est du haut niveau, si tu es sportif de haut niveau, aux États-Unis, tu es un peu une star en fait sur les campus. C'est ça. Alors qu'en France, même avant, hein, tu vois, moi j'étais pas en école, j'étais encore au lycée quand je faisais du judo. J'avais absolument pas le sentiment d'être une star, tu vois. Je me rappelle de commentaires de profs devant toute la classe à la fin du cours, j'attendais la fin du cours parce que je savais que sinon certains réagissaient un peu chaudement, tu vois. Quand j'amenais mes convocations de l'équipe de France pour partir faire un stage à l'autre bout du monde, je me faisais pourrir quoi. C'était mais encore, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? Moi je peux pas décaler le DS, tant pis vous allez la rater. Tu sais, limite, tu te Exactement. sens mal, quoi. Tu te dis, mais mince, bah, je suis désolé, tu vois, de vous embêter avec ça. Alors Tu as que, l'impression que c'est une contrainte d'être athlète et non, que mais c'est ça. et en fait, comme t'es vu comme un sportif qui fait juste des compètes et qui justement n'a- aurait le temps de faire autant que les autres, il pense que c'est une excuse que tu te donnes. Et moi, ce que tu dis, je l'ai vécu et moi, j'ai eu des profs en post-bac. Donc évidemment, j'ai eu ça pendant toute ma scolarité dès que j'ai loupé une compète. Mais même en post-bac, ça m'a un peu plus étonnée. Des profs qui m'ont dit, bah en fait. Tu veux faire passer l'escrime avant ta scolarité, mais tu as pensé à ce que tu vas devenir après si tu te présentes pas à l'examen là, tu as pensé à ce qui pourrait arriver si tu peux pas avoir ton diplôme. Et c'est ça, c'est constamment en fait, parce qu'il n'y a pas, comme tu dis, cette culture du sport qui existe bien largement aux États-Unis et aussi dans d'autres pays, où en fait, ils ont bien compris que pour être performant, c'est le corps et l'esprit. Et en France, c'est encore pas trop ça, quoi. Alors parfois, tu as de la chance de tomber sur des tuteurs qui font du sport et qui comprennent, mais Ouais. c'est pas toujours le cas. Ce qui est quand même un peu l'ironie, parce que, enfin, la France, c'est quand même le pays de Pierre de Coubertin, tu vois. Bah ouais, Par rapport à l'histoire des Jeux, enfin, c'est quand même un peu fou, quand on est un pays de sport, tu vois, enfin, il y a quand même plein de disciplines où on est parmi les meilleures nations, tu vois, en cyclisme, en foot, en rugby, enfin, en judo, en l'occurrence, en escrime, comme tu le ouais. disais. Donc bon, c'est quand même un peu dommage. Mais pour positiver quand même ça, il y a vraiment de belles avancées et surtout, et ça c'est ce que je vois dans mon côté professionnel, je vois que de plus en plus le sportif intéresse le monde de l'entreprise parce Hmm. qu'on commence à comprendre que bah mine de rien, on a une autre manière de penser. On a appris des valeurs beaucoup plus tôt que certaines personnes qui iront dans le monde de l'entreprise et qui comprendront ce que c'est que l'efficacité un peu plus tard ou la résilience, la confiance en soi, et ils comprennent en fait que nous, par nos compètes, nos entraînements quotidiens, eh ben, on a acquéri ces valeurs
beaucoup plus facilement et rapidement qu'un non-sportif. Et donc, on commence à s'intéresser aux sportifs. Et donc, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place dans les écoles, des aménagements, du mécénat, du sponsoring qui nous aident, quoi. Ouais. C'est super ça, parce que tu vois, donc moi quand je suis rentré à Kedge, c'était en quelle année? C'était en 2009, après mes 2 années de classe prépa. Et avant de partir en prépa, j'avais regardé s'il y avait euh, des conditions d'admission spéciales pour les sportifs de haut niveau en école Ouais, de commerce. Et de mémoire, hein, je veux pas dire de bêtises, mais il y avait que 2 écoles qui proposaient des accès sur dossier. C'était l'EM Lyon et l'ESC Montpellier. Et l'EM Lyon, je me rappelle, il y avait Stéphane Diagana qui avait fait l'EM Lyon. Et c'était un ouais. peu, c'était un peu les seules options en France, quoi. Alors qu'aujourd'hui, enfin, Kedge, je me rappelle pas du tout que Kedge ait eu des parcours aménagés pour les sportifs de haut niveau il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Euh, donc ça, c'est Bah, moi, génial. j'étais la seule à Bordeaux il y a 3 ans. Je suis Ah passée à oui, Paris maintenant, mais ouais, ouais. Mais ça commence. bah c'est bien, tant mieux, hein. C'est génial. Mm. Excellent. Bah, ça nous fait une super transition sur ta troisième casquette, celle d'entrepreneuse. Comment est-ce que ça. Alors, tu nous as expliqué comment ça s'est mis en place, mais euh, typiquement la semaine type que tu nous expliquais, Ouais. ça te prend combien de temps à peu près cette activité de conférence? La conférence en tant que telle, donc la prestation, j'essaye de ne pas en mettre plus de 4 par mois. Ok. Euh, Ah, quand même. ouais, mais il y a de la préparation bien sûr avant. Ouais. Voilà, tu connais, dès que tu es entrepreneur, bah, il y a du démarchage, de la relance, beaucoup de coups de téléphone. Enfin, ça prend du temps en amont. On va dire que j'y consacre quotidiennement. J'essaye 1 heure, 30 minutes à 1 heure. Et voilà. Et à ça, tu rajoutes mes 2 à 4 conférences par mois. Donc en soi, c'est encore assez minime, mais c'est quand même quelque chose à ajouter dans mes journées. Ouais, clairement, ouais. Clairement. Mm. Et tu t'expliquais que tu as vraiment le sentiment que la perception par rapport aux sportifs de haut niveau évolue en entreprise notamment. Ouais. Euh, Toi, qu'est-ce que c'est les messages qui ont le plus d'impact quand tu fais ces conférences? À quoi est-ce que les gens réagissent le plus ou tu as le sentiment qu'ils sont le plus inspirés par ce que tu racontes? Dans mon quotidien, je mets l'athlète au service du collaborateur. Ça, c'est le slogan un peu de mon entreprise. Et je fais un parallèle tout le temps en disant, en plus, ça se prête bien à l'escrime, tu vas voir pourquoi. En fait, à l'escrime, on tire contre un adversaire, donc le collaborateur contre des concurrents. On veut toucher son adversaire. Eux, ils veulent toucher leur cible client. Et on évolue sur une piste, eux, un marché. Et il y a des règles à respecter, tout comme dans le monde de l'entreprise. Et puis, on fait tous deux, le collaborateur et moi, face à la pression. On doit gérer l'échec, rebondir. On doit être organisé, avoir une bonne hygiène de vie et atteindre des objectifs. Et ça, c'est tout le temps un parallèle que je fais. Et en fait, ça coule de source, c'est-à-dire que quand je fais des conférences, ce qui plaît beaucoup, c'est quand je parle d'atteinte d'objectifs. Ils savent très bien ce que c'est les Jeux Olympiques et ils se disent, OK, waouh, c'est une grande marche. Comment tu fais pour te pencher vers cette direction, au même titre qu'un entrepreneur pourrait dire, OK, bah moi, qu'un salarié veut atteindre plus de chiffre d'affaires ou bien atteindre une plus grande cible client. Chacun a son objectif et en fait, pour l'atteindre, on met en place des outils qui sont assez similaires. On va faire appel à de la communication, à de l'organisation. Et ça, c'est ma valeur ajoutée. C'est-à-dire que moi, j'ai 21 ans. Quand j'interviens dans une entreprise, ils ont 40, 50 ans. Et les premières fois, je me suis dit, mais bon, ok, t'es là, t'as quelque chose à dire, mais c'est vrai que eux, ils ont beaucoup plus d'expérience professionnelle. Par contre, dans mon domaine, c'est-à-dire le sport de niveau, eh ben, je suis compétente et experte de mon domaine, et de parler de ce que je fais au quotidien, ça les inspire, et ils me disent, ok, bah, en tout cas, ça me donne envie, ça me motive plus pour atteindre mon objectif, et on utilise des outils très concrets. Par exemple, si je peux t'en citer un,
C'est la méthode de l'escalier, c'est-à-dire que pour atteindre un grand objectif, moi, au début de ma saison, je vais mettre des paliers à atteindre, allant de OK, je veux faire plus de yoga pour être plus souple parce que j'ai repéré que c'était un besoin pour faire des fentes plus explosives. Premier palier, je me donne un mois pour être plus souple. Comment je fais? Je veux faire du yoga une fois par jour pendant 3 semaines. Ok, premier palier atteint. Et ensuite, je passe au deuxième palier. Je veux atteindre une nouvelle technique. Par exemple, je veux faire ce type de parade, ce type de riposte. Et ben, je vais rebosser 3 mois. Je vais communiquer avec mon staff. Voilà, j'explique tout ce que je mets en place et au final, qui est super facilement transposable dans leur monde à eux. Génial. Génial. Ouais, la méthode de l'escalier, j'avais déjà lu quelque part, il y en a qui utilisent l'analogie avec de l'éléphant. Qu'en gros, tu sais, si tu dois t'attaquer à un éléphant, bon, forcément, c'est un peu trop gros, donc comment est-ce que tu commences par le découper en plus petits blocs, mais bon, c'est un peu plus, peut-être un peu plus gore. Excellent. Et alors, t'évoquais cette grosse échéance qui est les jeux et les outils que du coup tu as mis en place pour gravir cette grosse marche. 2024, c'est dans 2 ans, mais finalement c'est aussi demain. Donc, où est-ce que tu en es toi dans ta préparation? Comment est-ce que tu l'abordes et quelles sont les prochaines grandes étapes justement, les prochaines petites marches, on va dire, qui t'aideront à gravir la grande? Alors oui, comme tu dis, les jeux, c'est beaucoup plus proche, ça n'a jamais été aussi proche en fait. Et la spécificité, c'est que cette fois-ci, on n'a eu que 3 ans pour s'y préparer, à cause du report des Jeux de Tokyo. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui sont nouveaux par rapport à d'autres Olympiades. Déjà, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas arrêté après Tokyo parce qu'ils se sont dit il n'y a que 3 ans et c'est à la maison. Donc déjà, il y a des places qui ne se sont pas libérées comme elles auraient pu se libérer si ça n'avait pas été à Paris et si ça avait été 4 ans après. Donc déjà, les places sont plus chères. Là, tu vois, sur les 3 filles qui sont parties au jeu, il n'y en a qu'une seule qui a arrêté. Alors que normalement, voilà, il y en aurait peut-être plus eu une deuxième. Donc ça ne fait qu'une place à prendre, ou plus, mais je veux dire, il y a vraiment une place qui s'est libérée. Moi, j'ai 21 ans. L'âge d'or pour partir, pour faire une médaille, on va dire que c'est entre 28 et 32 ans. Mais à Tokyo, on nous a prouvé qu'il y avait un Romain Cannon, je ne sais pas si ça te parle, champion olympique par épée, à l'épée, qui est parti sur le gong au dernier moment et qui a remporté la médaille d'or. Et il n'avait que 24 ans, donc ça nous prouve le contraire. En tout cas, voilà, moi, durant les 2 prochaines années, je vais devoir répondre à de bons résultats en Coupe du Monde. Donc chaque saison, tu as 5 Coupes du Monde. Et à l'issue de ces 5 Coupes du Monde, il y a un classement sélectif qui est érigé. Et on va prendre les 4 premières pour partir aux Jeux Olympiques à Paris. Donc moi, je dois faire le boulot, en tout cas pendant ces 2 prochaines années, de continuer à grandir dans cette grande fosse au lion qui est le haut niveau senior. Il y a vraiment une différence entre les juniors et les seniors. Notamment en termes d'années d'expérience, parce que quand tu arrives en senior, tu as des filles qui ont 30 ans, donc qui ont 10 ans de plus d'expérience que toi, et ça fait de l'effet, en tout cas, sur la piste. Donc le job, c'est de rêver 2024, de tout faire pour être à 2024, avec un objectif en ligne de mire de médaille d'or en 2028. Génial, génial. Voilà, le plan Toi, d'action. ouais. Toi, tu dirais que c'est quoi ta différence, tu vois, ta touche spéciale Jade sur la piste? Bah, ça, je pense que peut-être que tu pourrais demander à mon entourage et tout le monde serait d'accord. Je bosse énormément parce que j'adore ça, j'adore l'escrime, donc et j'adore travailler. Donc je ne vais jamais rien lâcher. Ça, c'est vraiment mon point. Peut-être que je suis moins talentueuse naturellement que certains athlètes, mais je vais m'entraîner plus pour acquérir toujours le geste parfait et la technique parfaite. Et ça me vient peut-être de mon papa, qui m'a toujours répété quand j'étais petite et encore aujourd'hui, c'est son mantra. Il dit: «Je ne lâche rien». Et ça, c'est vraiment un truc que je me répète quand c'est un peu dur, que tu dois soulever
toujours plus lourd à la muscu, tu dis ok, je ne lâche rien. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'est rentré dans la tête et que je mets en place dans mon quotidien. Et voilà. Donc, ma valeur ajoutée, c'est le travail. J'abandonnerai pas, quoi. Ouais, super message ça. Mm. Excellent. Super. Et alors, petite question, tu nous as parlé de 3 casquettes, mais il me semblait, peut-être que je me suis trompé, mais il me semblait avoir vu sur Instagram que tu fais du mannequinat en plus, non? Ouais, oui. Ok. Alors, Donc, est-ce que ça, c'est vraiment une quatrième casquette ou est-ce que c'est un hobby un peu accessoire qui ne te prend pas tellement de temps au final? alors ça, la petite histoire, c'est que je suis entrée dans ce monde-là, j'avais 18 ans. J'ai fait le concours de Miss Haute-Gironde. Donc, c'est la première étape de Miss France. Tu as d'abord le département, la région et la France. Et je me suis inscrite, je sais vraiment, je ne saurais même pas te dire comment, je ne me souviens plus. Je me suis inscrite à ce concours et évidemment, tu as une semaine de répétition avant la soirée de l'élection. Et j'étais à l'entraînement, j'ai pas pu aller à une seule soirée de répétition. Donc je suis arrivée le samedi soir, j'ai demandé à une fille qui était aux répétitions de m'apprendre les chorés. Entre parenthèses, il y en a une, elle m'a appris vraiment un truc qui n'avait rien à voir. Faut savoir que c'est vraiment, il y en a pour le coup qui se battent pendant des années pour avoir cette couronne. Donc tous les moyens sont bons pour gagner. Et ce soir-là, j'étais troisième dauphine, donc j'ai eu une écharpe. Mais j'ai surtout appris à faire abstraction du regard des autres ce soir-là. Tu vois, j'ai défilé en maillot de bain devant, il y avait 300-400 personnes. Et ça m'a appris une petite compétence. Et c'est ça que je vais retirer de ma première expérience de mannequinat. Puis après, j'y ai pris goût, mais plus dans la photo. Donc maintenant, dès que je peux représenter une marque qui m'accompagne dans ma pratique sportive, je leur propose toujours de faire des photos, de la vidéo. Je suis dans des agences parce que voilà, c'est plus une petite passion, mais c'est pas une casquette parce que ça prend pas Ok, assez de temps pour porter le nom de casquette, mais voilà, c'est une petite activité annexe. excellent. Ok. Et alors, tu parlais de marques qui t'accompagnent dans ta pratique sportive. Ouais, Aujourd'hui, c'est une nécessité dans l'escrime d'avoir des sponsors? complètement. C'est un sport qui est amateur, je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais déjà, c'est un sport qui coûte cher. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, un fleuret, ça coûte 120 euros. On encaisse plusieurs par mois. Ah Les oui, tenues, il faut les changer tous les ans. Les déplacements ne sont pas nécessairement pris en charge. Donc, très vite, j'ai dû faire appel à des sponsors. Et puis récemment, j'ai changé de club. Je suis passée dans un club parisien parce que voilà, les clubs de province n'ont pas accès aux mêmes ressources financières que les clubs parisiens. Donc j'ai pu être mieux encadrée dans le club de Bourg-la-Reine, dans lequel je suis aujourd'hui, qui m'accompagne financièrement et aussi au niveau du staff et de l'accompagnement, bien évidemment. Mais oui, j'ai besoin de partenaires pour financer mes saisons. Donc aujourd'hui, j'ai la BPCE qui m'accompagne dans le cadre du pacte de performance. Et puis d'autres partenaires plus privés, le groupe Bumin, d'autres entreprises locales. Mais aujourd'hui, si tu veux espérer t'entraîner dans un confort, oui, c'est nécessaire d'avoir un partenaire. ok, Voilà. ok. La fédération prend en charge, tu vois, par exemple, ne prend pas en charge la totalité de l'INSEP, par exemple. C'est à toi de Ah débourser ouais, une petite partie. Ouais. Les déplacements ne sont pris en charge que lorsque tu es en équipe de France dans les 4 premières. Donc, pour y accéder, déjà, tu as plusieurs années où tu dois financer toi-même le déplacement en Coupe du Monde qui sont partout dans le monde. Voilà. d'accord. Ah, c'est étonnant ça, j'aurais pas cru. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc si tu es en équipe de France, mais pas dans les 4 premières sur les listes, c'est à tes frais, quoi. Voilà, complètement. D'accord. Ouais. Ok, bon, intéressant. Mais faites de l'escrime, hein, c'est génial. Ouais, ouais. Ouais, ouais, quand on aime, on ne compte pas, mais Bah, oui, disons que voilà, c'est-à-dire que quand un escrimeur te dit qu'il fait de l'escrime, tu sais que c'est vraiment par passion, quoi. ouais, 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 je comprends mieux là du coup. Ok, waouh, intéressant. Super, bah écoute Jade, je regarde l'heure, mais on arrive doucement au bout. Moi, je serais curieux de savoir peut-être en plus, ça va être, tu vas nous faire une réponse incroyable parce que tu es habitué à ce genre de choses, mais qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, à celles et ceux qui nous écoutent, fort de toutes ces expériences, de tes multiples casquettes, et tout ce que tu as pu apprendre dans le sport de haut niveau, notamment jusqu'à présent?
D'habitude à cette question, je réponds en disant, «Il ne faut jamais rien lâcher», tu vois? Ouais. Mais comme j'en ai parlé juste avant, là, j'avais envie de faire passer un autre message qui est celui de prendre du recul, parce que c'est ce que je fais en ce moment un peu plus que les autres fois. Parfois, il faut savoir, regarder sa situation d'un peu plus haut et de réaliser, où tu es, où j'en suis, où nous en sommes et te dire, bah, que tu as déjà réalisé certaines choses et de mettre dans ta valise que tu portes tous les jours, des compétences que tu as déjà su valider, sans vouloir tout le temps aller en chercher toujours plus. Moi, parfois, voilà, je prends le temps de me poser et de me dire, «OK, je sais, demain, tu vas à l'entraînement, cet après-midi, ça va être dur, tu veux la médaille». Mais je me dis: «Attends, regarde déjà tout ce que tu as validé, regarde toutes les compétences que tu as déjà, tu sais faire ça, tu sais faire ci, tu as telle technique, tu as tel résultat» et ben, déjà, ça te fait sourire et ça te donne un peu plus de motive pour la suite. Mais je pense que c'est important, voilà, de prendre du recul un peu plus souvent, sur ce que tu as déjà réalisé, dans ta vie pour aller accéder à de plus hauts sommets. Ouais, c'est un super message, je suis 100% d'accord avec toi. Quelque part, cette notion tu vois, quand je travaillais chez Apple, c'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup en interne, qui va un peu dans ce sens-là, c'est slow down to go fast. C'est un peu à ça que ça me fait penser, tu vois, cette capacité à ralentir, en fait, faire une pause un peu, regarder dans le rétro, te rendre compte de tout ce que tu as déjà réalisé Ouais. pour pouvoir mieux repartir après en avoir tiré des enseignements. Donc, C'est super clair, puis message. c'est un moyen de faire un point aussi. On parle Ouais, énormément de feedback dans le monde de l'entreprise. Nous, à l'entraînement, tu vois, on a une application. Tous les matins, on dit, quel niveau de forme on a et tous les soirs, on remplit, notre bilan de séance et dans le bilan de séance, on te demande, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce qui a été. Donc c'est toujours cette idée de faire, un point pour avoir des axes de travail, mais aussi pour valider certaines compétences que tu as mis longtemps à essayer d'acquérir. excellent. Super. Bah écoute, franchement, un grand, grand merci Jade pour nous avoir fait découvrir ton univers. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Donc, je pense que maintenant, quand on me parlera d'escrime, voilà, Tu seras j'aurai des calé. règles en tête, je serai calé. Donc, non, franchement, vraiment, merci beaucoup. C'était juste passionnant de découvrir comment est-ce que tu arrives à jongler avec toutes ces activités. Hyper inspirant de voir à 21 ans tout ce que tu as déjà, tous les apprentissages que tu es déjà capable de restituer et la clarté que tu as sur la suite de tes aventures et ce que tu vises. Donc, Oui. écoute, franchement, bravo. Si les gens veulent te suivre d'ici les Jeux et après, surtout pour 2028, hein, puisque tu disais que c'est quand même ça, si j'ai bien compris, la vraie grosse échéance avec l'or en ligne de mire. Voilà. C'est quoi? C'est Instagram le bio le plus adapté? Ah ouais, là j'avoue que je fais ma Jones, c'est clairement Instagram, sur lequel il y aura le plus d'infos. J'ai Ok, Facebook, mais voilà, Insta, Insta. Insta, ça marche. Merci infiniment, c'était un super moment et vraiment merci pour ce podcast. Avec grand plaisir, Jade. Tout le meilleur pour la suite. Yes, merci. Salut. Salut.